Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu de rôle qui est sorti, qui est adapté d'une saga de fantasy assez célèbre, puisqu'il s'agit de L'Ange du Chaos de Michel Roberts. C'est le jeu de rôle qui sort chez les 12 singes. Nous avons un livre de base avec les règles évidemment, et nous avons, vous voyez derrière, un livre de campagne et un livre de lore qui a étayé un petit peu tout cet univers. Moi, je ne connaissais pas forcément les œuvres de fantasy de Michel Robert, je les ai découverts avec ses ouvrages, donc vous allez pouvoir voir en tant qu'initié ce que ça vaut, et en tant que néophyte totalement aussi, qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, on est depuis peu à 3000 abonnés sur la chaîne, et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, pour nous soutenir, c'est très simple, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas fait, en activant la petite cloche, et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour participer à la communauté, on discute énormément. On a récemment ouvert une chaîne Twitch également pour faire des lives sur d'autres choses que le jeu de rôle, mais aussi du jeu de rôle. Et puis on a un Tipeee si jamais vous voulez nous soutenir, tous les liens sont en description. Allez, on plonge dans l'Ange du Chaos. Donc l'Ange du Chaos, comment ça se présente? Ça se présente déjà avec ce livre qui est le livre de base avec les règles, la création de personnages, etc. Nous avons également Le Monde des Plans qui est un ouvrage de lore, qui va nous détailler un peu la création de cet univers, l'histoire de cet univers, les différents plans, les différents lieux géographiques, etc. avec quelques secrets également réservés au monde. Et nous avons enfin les sources de sang, qui est la campagne qui se passe dans l'univers de l'Ange du Chaos, qui est liée avec les livres de Michel Robert, etc. Tout est expliqué à l'intérieur, c'est plutôt très chouette. Campagne épique, vraiment, on verra, on la passera en détail tout à l'heure. On se fera une petite partie spoiler sur la campagne, je ne spoilerai pas toute la campagne, mais je vous dirai un petit peu ce qui s'y passe, pour que vous puissiez vous faire un avis et une opinion, c'est important je pense sur cette campagne. Nous avons donc 3 ouvrages qui sont magnifiquement illustrés par Julien Delval. Ils sont dans le ton un peu dark, foncé, ils marchent très bien ensemble, mais on est chez les 12 singes, on va pas s'arrêter là. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un écran rigide en 3 volets, avec encore une fois une magnifique illustration. Chut. Tadadam. Je vais vous le passer en facecam, ce sera peut-être plus simple. Hop, l'écran, comme vous le voyez, qui est plutôt grand, qui est rigide, ça marche bien, et tous les éclairages qui se reflètent dedans parce qu'il est tout brillant. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Et bon, on a, comme d'habitude, au dos, on a les petites tables pour aider le MJ. Voilà, rien de transcendant. C'est un écran, comme on en croise extrêmement souvent. Avec cet écran est fourni pas mal de choses. Alors, je pense que je vais vous les passer en facecam aussi, qui vont être trop grands pour mon petit bureau. Vous avez un magnifique plan des territoires francs. Ah, il passe. Qui est l'endroit où va se passer la plus grande partie des histoires, et notamment la plus grande partie de la campagne, avec toute cette ville, toute sa géographie et tout son paysage. Donc très intéressant pour pouvoir jouer et le poser à table. Nous avons également un autre plan. Celui-là est également extrêmement intéressant, parce qu'une bonne partie de la campagne s'y trouve et que c'est une ville extrêmement importante. Nous avons donc, hop là, le plan de la Cité des Nuages. Donc c'est des plans qui sont assez gros quand même, hein. C'est des plans qui sont au format A2, je crois que c'est ça. Oui, ça va être ça, 4x4, ça doit être A2. Nous avons également un guide des terres de l'Ouest qui va nous détailler un petit peu toutes ces terres de l'Ouest. Ça, je survole je survole, parce qu'on va s'attarder sur les bouquins déjà, ça va être assez long. Donc là, on a de quoi jouer dans les terres de l'Ouest, avec évidemment la carte, et ensuite, vous allez le voir à chaque fois, et c'est très bien foutu dans les bouquins, des petits zooms sur la carte pour montrer les points d'intérêt auxquels on va parler. Donc à chaque fois, on voit où ça se trouve, et on a toute une partie de lore et d'histoire pour pouvoir faire jouer nos joueurs. Donc on a cette partie-là pour les terres de l'Ouest. On a également la même chose pour, comme on en a vu tout à l'heure, la Cité des Nuages, qui est une des grosses cités, qui est une capitale de lumière. On verra après, en termes de lore et tout ça, ce que ça veut dire. Mais donc on est quand même pas trop mal. On a de quoi faire jouer, on a du lore, et ça c'est juste pour ce qui est contenu dans le pack du MJ, d'accord? En plus de ça, pendant la campagne de financement, on avait 5 pré-tirés qui ont été débloqués. Donc je vous montre le premier, les autres après se forment de la même façon. Donc on a Boreanas de la maison de Bénéris, ce magnifique guerrier musculeux, avec une partie note pour pouvoir jouer, une partie avec la description physique et l'histoire de ce personnage, et enfin sa fiche de personnage qui tient sur 4 pages. On referme ce petit dossier, on peut le donner à nos joueurs, pas du tout. On le photocopie, on leur donne pas ça, ils vont tout gâcher. Donc comme je vous l'ai dit, on en a 5. Boreanas, Greylock de la maison de Tremen, Skell de la maison de Norgal, Shen de la maison de Garth, et Sylvantiel de la maison d'Eod, et Valaine de la maison Melfin. Hop, on peut enlever ces pré-tirés.
qui sont magnifiques. Et qu'est-ce qui manque pour un jeu de rôle des 12 singes? Ah! Il manque le deck de cartes. Non. Encore? Allez, c'est parti. 3 decks de cartes, à quoi ils servent? Donc on a déjà le deck de cartes d'ombre et de chaos, qui va détenir tous les états préjudiciables. Est-ce que j'arrive à faire un zoom potable? Hop, à peu près. Donc on a tous les états préjudiciables, donc aveuglé, démoralisé, en manque, épuisé, etc. qu'on va retrouver dans le jeu. Nous avons également des petits rappels de règles qui vont arriver. Les points d'or destin qu'on peut dépenser dans le jeu utilisé, ça rappelle aux joueurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Et enfin après nous avons les spécialisations, etc. Donc pas mal de choses qui vont être utiles aux joueurs pour avoir des rappels sur ce qu'ils peuvent en faire, pour ne pas oublier d'utiliser ces points d'or destin parce que c'est une mécanique principale du jeu. Et ensuite nous avons 2 decks de cartes qui s'appellent 100 et mana 1 et 100 et mana 2. Et là tout simplement, comme on va le voir tout à l'heure quand on va détailler les règles, le jeu est un jeu de combat tactique quand même, où on a des maîtrises martiales, des arts martiaux carrément même, et on a des coups spéciaux, et il y a pas mal de sorts, et donc du coup on va avoir des cartes qui vont reprendre tous ces arts martiaux, tous ces styles de combat, avec leurs coups spéciaux, etc., etc. Donc il y en a quand même vraiment pas mal, et puis après on va arriver aux sorts qui sont classés par éléments d'affinité, donc le sang, l'inanimé, etc., les ombres, et puis dans le deck 100 et mana 2, on va avoir le reste des sorts, notamment les sorts élémentaires, comme je vais vous le montrer très rapidement. Hop là, je me suis pas embêté à les ouvrir pour rien. Donc là on a les sorts communs, et ensuite on va arriver sur les sorts liés à l'air, j'essaie de le mettre à l'endroit quand même, les sorts liés éléments tous, éléments de la lumière, l'élément des cycles, etc., etc. Donc voilà, toutes ces petites aides de jeu qu'on va pouvoir distribuer à nos joueurs pour pouvoir faciliter leur vie. On sait comment ça marche, on est habitué, ça existe depuis un sacré moment. Donc plongeons dans les bouquins. Nous avons ce premier livre qui est donc le livre de base, le livre de règles de l'Ange du Chaos, et fait étonnant, je trouve, et plutôt intéressant. Donc on a une préface évidemment de Michel Robert qui, si j'en crois ce que m'ont dit les 12 singes à Octogone, c'est extrêmement plu dans la lecture et le jeu du jeu de rôle, et s'est mis au jeu de rôle depuis la création de ce jeu de rôle. Et nous commençons donc par première mission, chapitre 1er. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une nouvelle qui a été écrite par Michel Robert, qui se passe dans l'univers de l'Ange du Chaos, avec une troupe de maraudeurs fantômes toutes jeunes, toutes naissantes, sur leur première mission. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle, qui est quand même, vous le voyez, à ses conséquences, va se continuer dans les livres suivants. Et je trouve ça très très bien pour remettre l'église au milieu du village. On parle d'un jeu qui est un jeu tiré d'une œuvre littéraire, et donc il est important de le rattacher à l'œuvre littéraire. Là, en un clin d'œil, on peut lire cette nouvelle, en tout cas, sur les 3 ouvrages, et avoir un aperçu de l'ambiance et de ce qui se dégage un peu de cet Ange du Chaos. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Ensuite, on arrive sur la partie les règles directement. Donc là, on nous explique directement les règles, les tests, comment ça se passe. Et bien, on nous explique donc qu'il va y avoir un score de compétences pour notre personnage, qui est donc la somme d'une caractéristique et d'un rang de compétences, tout simplement. Et puis qu'on va ajouter à se lancer un dé de destin, qui est un dé dit à 10 faces, qu'on appelle dé de destin, et qui va amener un petit peu d'aléa, voir un peu si on est favorisé par le destin ou si on est dans l'œil du destin. Donc, en gros, comment ça se passe? Le dé de destin qu'on va rajouter, on va le lancer, c'est un dé 10. Si le résultat est compris entre 2 et 9, on ajoute seulement le score à la compétence qu'on teste, tout simplement. Si le résultat est de 1 au 10, on attire l'œil du Seigneur Destin. Donc sur un 10, en gros, le destin nous sourit, donc on relance le dé de 10 et on rajoute à nouveau le résultat, etc., etc. Donc ça peut exploser, ça peut être très bien. Et si on obtient un 10 à nouveau, on répète l'opération. Si on obtient un 1, par contre, on n'est pas du tout dans l'œil du destin, c'est le contraire. Et là, on est dans le caca, puisqu'il va falloir qu'on soustrait un nouveau lancer des 10, qu'on soustrait au résultat qu'on a fait. Donc, ce qui peut nous donner des résultats assez catastrophiques. Donc, en gros, voilà, il y a une partie un petit peu où les personnages sont soumis au destin. Évidemment, on aura des inspirations qui correspondent à des avantages et des handicaps. Donc rien de très extraordinaire. Nos caractéristiques, donc, qui sont au nombre de 6, nous avons les réflexes, la constitution, la puissance, le charme, l'intelligence et la volonté. Ils sont notés de, comme vous le voyez ici, 1 pour un score défaillant à 11+, pour un score légendaire. Et à ça, on va associer donc des compétences qui sont notées de 4 à 20 ou plus, sachant qu'on est quelqu'un d'héroïque et d'extrêmement puissant, extrêmement fort. Nous avons un seul de difficulté, assez classique, pour ceux qui connaissent les jeux de rôle qui se passent dans des univers médiévaux, à la Donjon Dragon, Pathfinder et autres, on est toujours un petit peu là-dessus. On a donc un niveau de difficulté, le but va être dans le lancer de dés, en additionnant donc caractéristiques et compétences, en ajoutant un dé et le dé de destin, de réussir à faire plus fort que la difficulté qui va de 10 pour simple à 30 pour épique. Et on a également
des degrés de réussite. Si on réussit de 0 à 4 au-dessus du niveau de difficulté, c'est une réussite simple. 5 à 9 au-dessus du niveau de difficulté, c'est une réussite majeure. Et 10 ou plus, c'est une réussite critique. Tout simplement. Donc il n'y a rien de très très compliqué là-dedans en termes de mécanique de jeu. Vous allez voir qu'ils se sont plutôt axés sur l'aspect combat plutôt que sur l'aspect mécanique de base. On part sur une mécanique de base assez simple que tout le monde pourra comprendre très très rapidement. C'est assez simple. Réussite automatique, on a les compétences. Test opposé, compétences passives, on va passer, tout ça, c'est du connu. J'ai pas envie que la vidéo fasse 77 minutes. On arrive sur la partie création de personnages. Donc qu'est-ce qu'on joue dans l'Ange du Chaos ? On joue des maraudeurs fantômes qui appartiennent au plan du chaos. Il faut savoir que dans l'histoire donc, de Michel Robert, le monde est divisé en plusieurs plans, et il y a notamment le plan du chaos, qui est les personnages qu'on va incarner, appartiennent au plan du chaos. Ça ne veut pas dire qu'on est maléfique, loin de là, puisqu'il y a également un plan de la lumière et un plan des ténèbres, et nous on est là pour essayer de maintenir l'équilibre entre les deux. Et il faut savoir que la lumière ne sont pas forcément les gentils, les ténèbres ne sont pas forcément les méchants. On n'est pas sur un univers aussi manichéen que ça. Au contraire, donc c'est plutôt intéressant. Là, on a une partie sur comment Michel Robert a-t-il imaginé les personnages principaux de ses romans. On a pas mal de parties comme ça où on va nous expliquer comment Michel Robert voyait ses combats, comment est-ce qu'il les écrit, comment est-ce qu'il les fait vivre, etc. Pour qu'on puisse avoir quelque chose qui s'en rapproche énormément. Je vous avoue que je suis pas, j'ai pas une grande affinité pour les ouvrages de Michel Robert, je ne les ai jamais lus. Mais en tout cas, on arrive à comprendre l'intention de l'auteur, et ça c'est intéressant, et on voit même très précisément comment le jeu doit être joué, en fait, tout simplement. Donc, étape de création de personnage, assez simple. Les 6 caractéristiques commencent à 4, on répartit 15 points, ensuite on choisit l'affiliation du personnage, on va faire tout ça en même temps que vous. Hop, donc répartir les caractéristiques, comme on vient de le dire, on met des points. Ensuite, choix de l'affiliation à une maison du chaos. On est forcément un descendant d'une maison du chaos, en tout cas dans ce livre de base. Vous allez voir que dans le livre de lore, il y a d'autres moyens de création de personnages, mais dans ce livre de base, nous sommes soit de la maison d'Éode, soit de la maison de Gare, soit de la maison Melfine, etc., etc. Comme vous le voyez, chaque maison, elle a un petit texte de lore qui est écrit par Michel Robert. Nous avons une description de la maison, de ce à quoi ils correspondent généralement. Nous avons ensuite des points bonus à rajouter dans des compétences. Et nous avons ensuite des talents. Donc, par exemple, si on prend la maison d'Éode, le talent qu'on aura, ça sera sens du chaos. La nature même du chaos permet au membre de la maison d'Éode de discerner le subtil et l'invisible. Une fois par jour, votre personnage peut utiliser sens du chaos pour gagner l'inspiration sur n'importe quel test utilisant une compétence liée à la volonté. Aura de mystère, votre personnage gagne +1 dans les compétences art de la cour, beau parleur et séduction. On voit que cette personne n'est pas une personne qui est forcément un baroudeur comme ça pourrait être le cas de la maison de Gort. Et enfin, favori de Morion, en tant que chouchou du prince des mystères, votre personnage a reçu une attention toute particulière de la part de ses maîtres. Vous pouvez choisir la maîtrise d'un art martial ou la connaissance de 2 sorts supplémentaires de n'importe quelle source. Là, si on part sur la maison de Garth, par exemple, la résistance du chaos va nous ajouter l'inspiration entre les tests de constitution. L'enfant de Straywen va faire en sorte qu'on a +1 dans les compétences furtivité, nature et survie. Donc voilà, on a des profils très très différents qui ne correspondent pas tout à fait à des classes de personnages, mais quand même qui apportent une différenciation entre les créations des joueurs. Maison Melfine, j'aime beaucoup ces illustrations de maisons, elles sont extrêmement classe. Maison Tremen, Maison Morgale, Maison Bénéris. On reprend les illustrations des pré-tirés si vous avez remarqué. Et enfin, on peut avancer. La formation des agents du chaos, donc évidemment on est à la base des agents du chaos, c'est-à-dire qu'on est formé, on a une formation particulière, c'est-à-dire qu'on est plus fort que la moyenne, parce qu'on a des voies spéciales de formation d'agents du chaos. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des compétences en plus et des arts martiaux, vous allez voir. Donc on choisit la voie de notre agent du chaos, donc la voie du protecteur, la voie du dueliste, il y en a une infinité. La voie du tireur d'élite, la voie de l'assassin, la voie du conspirateur, la voie du sorcier. Ensuite, nous avons les points de compétences libres, les fortunes et malédictions, donc ça on peut les choisir pour avoir des dons en plus à la création de personnages, par exemple, notamment si on veut pouvoir jouer des lanceurs de sorts, il va falloir qu'on aille chercher là-dedans, et il faut associer des listes de malédictions à chaque fois qu'on va mettre des bénédictions, évidemment. Et ensuite, donc notre formation en arts martiaux, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc des styles de combat au corps à corps, donc vous avez le Fensha, le H-Omb, le Darkle, le Rijljn, le Wishen, le Ragdorak. Alors, si vous voulez un exemple de ce que c'est, en fait, chaque art martial va vous apporter un effet permanent. Par exemple, si je suis un adepte de l'art martial du Wushin, qui est un art martial au corps à corps, donc à la mêlée, sans armes, en effet permanent, on a muraille de Wu. Les disciples de Wushin savent se protéger et encaisser efficacement les coups. Les défenses passives de votre personnage augmentent de +1. Il gagne 3 points de protection sur tout le corps, uniquement contre l'attaque de corps à corps. On va être un meilleur défenseur de corps à corps. Et avec cet art martial vient toujours un coup spécial. Donc là, c'est la riposte de Shin qui demande une réaction qui est instantanée.
L'expert de Wushin, c'est profiter du moindre moment propice à porter une riposte rapide, une fois par tour de combat, si l'attaque d'un adversaire contre vous échoue. Vous pouvez dépenser un point de Nexus. Donc le point de Nexus, c'est une ressource qu'on a sur notre personnage. Je vais pas détailler toutes les règles, sinon ça va être beaucoup trop long. Et utiliser la riposte de Shin pour porter une contre-attaque fulgurante avec une frappe de poing ou de pied dont les dégâts augmentent de plus de dés. Donc en gros, quand on a le Wushin, on défend très très bien et on contre-attaque. Si on va sur d'autres arts martiaux, ça peut être dans des choses très différentes. Donc les styles de combat à l'arme blanche, par exemple, l'art du dégainé. Bien que votre lame repose sagement dans son fourreau, elle est toujours prête à jaillir. Vous bénéficiez d'un bonus permanent de plus 3 à votre initiative tant que vous avez votre sabre à portée de main. Donc c'est le fait qu'on se batte avec son sabre rangé mais qu'il soit prêt à être utilisé, puisqu'on se bat avec l'art du dégainé au moment où on dégaine son sabre. Et le coup spécial, c'est l'acier ne pardonne pas, une action complexe, instantanée. Pour utiliser cette technique, on utilise un point de Nexus toujours, quasiment toujours. Dans les attaques spéciales, on utilise un point de Nexus. Et vous pouvez porter une attaque vive et précise depuis votre sabre au fourreau. Votre test bénéficie d'un dé d'inspiration, donc on a l'avantage. Et pour traduire ça dans des règles D&D-esque, on va dire, et votre adversaire subit l'état surpris, donc on va avoir plus de facilité à le toucher. Votre attaque l'emporte, vous gagnez automatiquement une réussite critique. Donc voilà, on peut mettre un coup critique en utilisant un point de Nexus grâce à cette technique. Donc voilà, il y en a une infinité. Vous avez vu de toute façon tout à l'heure le nombre de cartes qu'il y avait pour les coups spéciaux, etc. Sachant qu'on pourra débloquer différents arts martiaux au fur et à mesure de notre avancée. On n'est pas restreint à un seul, évidemment. Ensuite, il va y avoir le calcul de tout ce qui est valeurs dérivées, donc les scores d'initiative, les scores de mouvement, les scores de défense passive, les bonus aux dégâts, les points de mana, le point de Nexus. Donc le point de Nexus, qu'est-ce que c'est que le point de Nexus ? En gros, les personnages commencent avec des points de Nexus, ils peuvent les dépenser. Donc c'est une caractéristique qui est à part, c'est pas une caractéristique qui est dérivée, etc. Pas du tout. Donc on commence toujours avec 5 points de Nexus, parce que c'est ce qui représente le fait qu'on soit un peu au-dessus du lot, quand même. Et on peut utiliser les points de Nexus pour relancer un test de compétence, obtenir un dé d'inspiration, réduire de 10 les dégâts subis dans une attaque ou annuler un état préjudicial jusqu'à la fin du tour, ou utiliser un talent ou un art martial. En gros, on est un peu sur des mini points de destin, sauf que ça va être une monnaie qu'on va pouvoir récupérer un peu plus régulièrement peut-être, et pouvoir utiliser un peu plus souvent. Les points de hors destin. Là, on est sur la monnaie, on est sur les points de destin. Pur et dur, on en a beaucoup moins, et donc vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant. Donc un personnage maraudeur fantôme commence chaque session de jeu avec un point de hors destin à sa disposition. Les points de hors destin vont servir à changer les règles sur un moment de narration, par exemple. En fait, j'avais un équipement caché sur moi qui me permet de crocheter telle serrure. En fait, j'avais une relation qui me permet de pouvoir acheter tel produit pour notre enquête. Je peux séduire un personnage, je peux éviter la mort, et je peux réussir l'impossible en utilisant des points de hors destin. Le but, comme il le dit, c'est d'être créatif. Il faut que ce soit un jeu, même si ce n'est pas un jeu grand guignol, c'est un jeu où on incarne des personnages qui sont largement au-dessus du lot, et par moment, il va y avoir des moments où on va réussir l'impossible. Et c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, nous avons la description de toutes les compétences. On va passer un petit peu là-dessus. C'est toujours intéressant pour quand on va jouer au jeu, mais là, je veux dire, esquive, furtivité, la main, une main, tout ça, on voit à peu près ce que ça veut dire. Le combat, comment ça se déroule. Donc là, on a une partie sur les secrets du combat par Michel Robert. On rattache toujours le jeu de rôle à l'œuvre littéraire, c'est important, c'est le but. On n'est pas là pour jouer un énième jeu de fantasy, on est là pour jouer dans l'Ange du Chaos, donc dans l'œuvre littéraire. Donc les actions de combat, comment ça se passe ? Chaque tour, chaque joueur va avoir une action gratuite et 2 actions simples ou une action complexe. Et autant de réactions qu'il le désire, sachant qu'à chaque fois qu'il fait une réaction, ça lui inflige 3 points d'endurance. L'endurance, c'est un peu un mix entre les points de vie et la capacité d'agir du personnage. Donc, on peut utiliser les compétences pour faire des tests d'esquive, des tests de parade, des tests d'attaque, etc. Donc, une fois qu'on a compris ce principe-là, c'est assez simple. Il y a des zones de menace, quand on s'éloigne, on peut prendre des attaques, il y a des actions gratuites, et après, on peut utiliser n'importe quel personnage peut utiliser des frappes brutales, des frappes précises, des feintes, des désarmements, des saisies, des briser les os, des attaques localisées, intimider l'adversaire. Donc voilà, il y a tout un aspect extrêmement stratégique. On est sur des règles qui se rapprochent beaucoup de ce qui se fait dans les Rolls-Royce du jeu de rôle de fantasy. Donc ça ne surprendra personne, mais ça marche très bien et les techniques spéciales rapportent énormément, je trouve, et notamment vous allez le voir quand on va regarder un petit peu la campagne, etc. Les ennemis ont eux aussi des arts martiaux, des techniques spéciales, etc. Ça apporte énormément un aspect stratégique qui marche, je pense, très très bien. Alors j'ai pas pu jouer le jeu encore, malheureusement, mais j'ai l'impression que ça marche très très bien. En réaction, on a donc l'esquive, la parade. Évidemment, comme on l'a dit, ça coûte des points d'endurance. Les points d'endurance, quand on est sous un seuil, on va finir par avoir un peu de mal. Réaction à la riposte, coup spécial d'art martial, lancer un sort, action complexe, donc rompre le combat par exemple. Ensuite, on a évidemment les positionnements et les avantages tactiques.
Donc on a un avantage si l'adversaire est de dos, si l'adversaire est au sol, si l'adversaire est surpris, si l'adversaire est submergé, si l'adversaire est en hauteur, évidemment. Ensuite, sur les dégâts, comment ça fonctionne, quand on est aux portes de la mort, comment ça fonctionne. Et ensuite, nous avons sur les états préjudiciables, puisqu'il va falloir jouer avec. Il y a beaucoup de choses qui permettent, notamment au niveau des techniques d'arts martiaux, d'infliger des états préjudiciables. Donc, nous avons aveuglé, démoralisé, en manque, épuisé, étourdi, surpris, le sang, face contre terre, trouille bleue, je suis en train de lire le mot à côté, soin et rétablissement. Donc ça, c'est pour comment on récupère nos points de vie. Les points de vie se récupèrent pas aussi rapidement que ça. Attention, 1000 façons de mourir, les chutes, la noyade, les brûlures. On est dans le classique de chez classique. Mais tout a été bien fait et tout marche plutôt bien. Une partie sur les drogues du monde des plans, puisque c'est a priori une partie importante du jeu de rôle des romans. Nous avons donc comment ça se passe quand on est en manque, le sevrage, la cure et le traitement, et la liste des drogues des plans, avec à chaque fois ils vont décrire comment ça marche, il y aura le nom, le rang de la drogue, l'addiction, la période de dépendance, etc., etc. Et donc on a toutes les drogues, la Lycon Poop par exemple, le rang c'est dur, l'addiction c'est 15, la période de dépendance c'est une semaine, on en trouve ici, la disponibilité c'est rare, le prix moyen c'est ça, et ça donne ces effets-là, l'effet dure 4 heures, et après en manque. Donc voilà pour les drogues. Nous avons également le passage avec toutes les armes possibles et inimaginables, avec leur prix, leurs dégâts, leur portée, etc., etc. L'artisanat et les matériaux, combien coûte l'acier nain, etc., etc. Comment marche le monde en termes d'argent. On parle de licorne d'or et de licorne d'argent. Nous avons après les tableaux des marchandises si on veut acheter tout plein de petits bardas. On est quand même sur de l'ouvrage extrêmement complet qui va nous permettre de jouer des campagnes au long cours, et c'est un peu le principe et c'est un peu le but. Les arts étranges, évidemment, passage sur la magie. Donc pour avoir la magie, il faut avoir pris un talent, enfin une bénédiction prévue pour. C'est pas donné à tout le monde. Et donc une fois qu'on l'a, on a un mana qu'on va pouvoir manipuler. Évidemment, on peut récupérer de la mana quand on se repose. Et ensuite, après, on va choisir des sources de magie, donc sources des éléments, des cycles, du sang, de la lumière, de l'animé, de l'ombre et de la sylve. Il existerait une 8e source, mais on ne sait pas ce que c'est, peut-être le destin. Il cite toujours un personnage qui s'appelle Maurice, qui est un personnage qui apparemment apparaît toujours dans les bouquins de Michel Robert, et qui est un personnage très chaotique au sens où il maîtrise un peu tout, on ne sait pas trop ce qu'il sait, ce qu'il sait pas. C'est un peu le Tom Bombadil de l'univers, quoi, en gros. Il a l'air très puissant et en même temps il agit jamais, mais en même temps il donne des coups de main des fois, c'est assez drôle. Il apparaît évidemment dans la campagne, comme on le verra plus tard. Les académies de magie donc qui sont détaillées ici. Lancer un sort, comment ça se passe, et ensuite nous arrivons à la liste des sorts, et il y en a quand même quelques-uns. C'est assez classique, ça marche bien. Il n'y en a pas non plus 70 000 avec la moitié des sorts qui servent à rien, donc ça c'est plutôt intéressant. On a une liste de sorts qui est peut-être... Alors, elle est conséquente, mais au final, comparée à d'autres jeux, elle est plutôt restreinte. Et ça suffit très bien, en fait, pour faire ce qu'on a à faire. Quand on est un lanceur de sorts, on a un rôle précis. Et les écoles de magie qu'on va choisir vont nous projeter dans ce rôle-là. On n'aura pas de sort qui sert un petit peu à rien. Généralement, tout devrait être assez clair. Enchantement et objets magiques, comme je l'ai dit, c'est un jeu à campagne, donc il va falloir qu'on puisse améliorer nos armes, notamment avec des runes. Et tout est prévu pour ça. Et ensuite, tout l'encart sur le meneur de jeu. Comment on mène une histoire dans son ensemble. Comment on mène les personnages à une aventure. Et nous avons divers modes de tension qui vont être décrits après dans les scénarios, vous allez voir. Nous avons donc la tension subtile, nous avons la tension dramatique, tension érotique et tension épique. En gros, ça va être le niveau de tension auquel se trouve la partie du scénario ou l'acte dans lequel on est. Et ça permet au MJ de comprendre où est-ce qu'on doit en être en termes d'échelle. Si on est sur une tension épique, au bout d'un moment, la menace va être extrêmement puissante. Il risque d'y avoir des morts, ça risque d'être très compliqué. Si on est sur la tension dramatique, on va être sur quelque chose de beaucoup plus narrativiste, par exemple. Je trouve ça extrêmement intelligent pour donner la couleur à un acte, pour que le MJ ne se trompe pas et fasse pas un hors-sujet sur l'acte en question. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ensuite, les rencontres, donc les menaces négligeables, les brutes. Alors, ce qu'on appelle les brutes, en fait, c'est qu'on est des agents du chaos, donc on est très fort. Et donc, des fois, on va avoir des masses de gens à tuer, et puis en fait, ça sera juste des sacs à 1 PV, on tape dedans, il meurt. Et puis ça permet de montrer un petit peu combien on est fort. Et il nous parle aussi d'équilibrage des rencontres qu'on peut mettre. Donc on voit par exemple les brutes, c'est le nombre de PJ plus 3, généralement, si on veut qu'il y ait une toute petite résistance. Ensuite, nous avons les coriaces, qui sont des personnages un peu plus puissants, les défis, les adversaires épiques, qui sont évidemment les adversaires les plus costauds, et les talents d'adversaires. Donc il peut y avoir tous ces talents-là, quand on veut créer un personnage ennemi, ou un PNJ en opposition, on a tous ces talents-là à leur mettre. Bestiaire opposition, donc un mini bestiaire avec les animaux, les créatures surnaturelles,
Alors ça manque un tout petit peu d'illustrations par moment. Alors il y en a des illustrations, mais il y a un moment des créatures, on a du mal à se faire une idée. Mais voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un bestiaire avec... il est extrêmement classe. Il est extrêmement classe, je trouve, un bestiaire avec une illustration par ennemi. Mais il y en a quand même quelques-unes, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais par exemple les Vorpal, moi je connais pas trop l'histoire, il faut que je lise bien pour voir à quoi ça ressemble. Donc on a un bestiaire qui est assez chargé, comme vous le voyez, on a quand même pas mal de caractéristiques pour pas mal de créatures, ça marche quand même plutôt très 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 bien. Hop, allons à la fin de ce bestiaire qui est colossal. Et enfin, le chemin de l'initié, comment devient-on un initié? Il nous explique comment est-ce qu'on doit passer notre examen pour devenir maraudeur du chaos, avec toutes les épreuves, etc. Et il y a un moyen de les faire vivre aux joueurs dans un scénario. C'est assez rigolo. Et puis on aura le scénario d'initiation, qui s'appelle l'écume des profondeurs, qui est un scénario qui va permettre de mettre le pied à l'étrier à vos joueurs pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des maraudeurs du chaos. C'est très très bien d'avoir un scénario d'ouverture comme ça, qui permet ensuite par la suite d'enchaîner sur la campagne. Et voilà pour ce premier ouvrage, évidemment la fiche de personnage, qui est à la fin du livre qu'on n'avait pas regardé avant, avec les très classiques, très visuels, on voit où sont les compétences, on voit où sont les caractéristiques, on voit où sont les variables. Ensuite une partie inventaire, la voix, les armements, etc. Donc tout est là, et puis après il y a du sort, les arts du combat, le sort, les équipements, une partie sur les drogues, et puis on est tout bon. Et voilà. Allez, on passe tout de suite au deuxième bouquin, qui est le bouquin sur le lore. Alors, le monde des plans, on va le survoler un peu plus rapidement, parce que ça fait déjà un sacré moment qu'on est ensemble. Le monde des plans, c'est simple, c'est tout le lore de l'Ange du Chaos. On va commencer avec la fin, le partie centrale de la nouvelle qu'on a commencé dans le livre d'avant, où on suit toujours le même groupe de maraudeurs du chaos, qui partaient sur une mission assez simple, c'est leur première mission qui est confiée par Morion, qui est la personne qui contrôle, qui est le patron en gros des anges du chaos, et des maraudeurs fantômes, pardon, et du coup on va les suivre, et puis la mission qui devait être quelque chose d'assez simple se retrouve en quelque chose d'extrêmement compliqué, avec peut-être une énorme menace derrière, et donc comme vous le voyez, c'est encore un bon pavé qu'on peut lire. On a une bonne nouvelle. J'ai pas calculé combien de pages elle fait en tout, mais on a un truc qui se lit extrêmement bien pour le coup. Je trouve que Michel Robert écrit vraiment très très bien, et pourtant je vous le dis, je suis pas un grand fan de fantasy et je ne connais pas ses œuvres, mais je trouve qu'il écrit vraiment très bien. C'est très agréable à lire, c'est très fluide, et ces personnages sont extrêmement intéressants, je trouve. Et on verra que c'est un élément qui a été gardé pour la campagne. On a plein de personnages qui sont extrêmement intéressants. Donc, Chronique de la naissance du monde par Maurice. Donc, c'est Maurice qui nous accompagne dans ce bouquin. Maurice qui était être chaotique, un petit peu comme je vous l'expliquais, un petit peu le Tom Bombadil de l'univers de l'Ange du Chaos. On va nous parler tout simplement de la création de l'univers, déjà tout d'abord, avec la création des plans. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on n'avait rien, et puis il y a eu le chaos, et puis ensuite, il y a eu la lumière et les ténèbres. Et puis après, on a essayé d'équilibrer tout ça. Donc on a l'historique qui part des années je ne sais pas combien avant je ne sais pas quoi, et qui termine extrêmement, extrêmement loin, et tout ça est extrêmement détaillé. Alors je vais être très clair, si vous n'êtes pas fan de l'Ange du Chaos, c'est assez dense à lire, vraiment, parce qu'on est sur quelque chose de très précis, très pointu sur ce qu'il raconte. On sent que ça s'intègre à un univers qui est écrit, qui est composé, qui est structuré de pas mal de choses. Sauf que quand on n'a pas lu les bouquins, on se sent un tout petit peu à l'écart de tout ça. Alors, ça se lit quand même. Toute la première partie sur la création de l'univers, etc. Alors, du coup, ça nous paraît un peu hors sujet, mais je pense que ceux qui sont fans des bouquins auront les informations là-dedans, qui seront contents d'avoir, parce qu'il y a des choses qui sont dites là-dedans qui ne sont pas dites dans les bouquins. Donc il y a un vrai plus dans ce qui a été fait à l'intérieur de ce bouquin. Mais en effet, quand on n'est pas initié à l'œuvre de Michel Robert, ça peut être un petit peu lourd sur la première partie. Après, on va avoir des choses qui vont être plus intéressantes pour le jeu. Nous avons une partie sur la cosmologie, par exemple. Donc le plan primaire avec les territoires francs, c'est là où on va jouer principalement. Donc là, vous avez encore une fois le plan des territoires francs, avec ses ethnies, ses cultures. Donc là, pour le coup, à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans les choses qui nous permettent de jouer et qui vont être beaucoup plus agréables à lire. Donc les 7 cités franches avec Ambre, avec Garvalon, avec Véronèse, Garvaljon. On a une petite description à chaque fois, on a le repère sur la carte pour savoir où est-ce qu'il est. Ça marche très 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 bien pour donner un peu corps, un peu vie à cet univers. Et on sent en fait quand on le lit, c'est pas la peine de travailler en fait. Il y a du corps, il y a de la vie dans cet univers. On sent qu'il y a des bouquins qui sont derrière, on sent que ça a été écrit, que ça n'a pas été pondu juste pour être là et à ce moment-là.
Il y a un vrai travail de lien avec les ouvrages qui sont très 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 bons. Et d'ailleurs, vous allez le voir aussi dans la campagne, elle se passe en parallèle de certains bouquins. Il y a des choses qui se passent dans la campagne qui sont des spoils pour les livres qui arrivent. Donc voilà, il faut faire attention, mais on est sur quelque chose qui est très ancré dans l'univers. Alors, moi, n'étant pas initié à Michel Robert, c'est vrai que toute la première partie de ce livre, elle est un peu dure à avaler, et elle n'est pas forcément ultra nécessaire pour jouer, je pense. Par contre, toute la partie d'après, là, ça c'est extrêmement intéressant, puisque, hop là, je vais revenir un petit peu en arrière. Chut. Donc une fois qu'on a vu un peu toute la carte et toutes les terres, Alliance des territoires francs, incarner un humain des plans primaires. Et oui, on va pouvoir jouer d'autres personnes que dans le premier livre. Donc on va pouvoir jouer la voix de l'Arbalero, extrêmement classe, je trouve. La voix du guide des terres de sang, la voix du mercenaire franc, la voix des sœurs grises de Claire Aube. Donc vous voyez qu'on a dans ce livre des nouvelles voix de personnages, donc la voix du voleur de la fraternité de la nuit. Et je trouve ça très très chouette qu'ils aient rajouté ça. Nous avons également d'autres descriptions, les Fendir, pour incarner un personnage Sylve, qui va nous permettre donc d'incarner un autre type de personnage, encore une fois, avec des compétences et des caractéristiques qui vont lui être propres, notamment en termes de répartition de points, évidemment, des talents qui vont lui être propres, etc. Donc la voix du mage de cercle vert, la voix du garde-rôdeur, vous voyez que le nombre de classes et de voix qu'il y avait dans le premier bouquin était déjà colossal, et là on en a encore. On va pouvoir incarner un nain, qui est un autre peuple, avec des caractéristiques à part, encore une fois, etc. etc. Donc il y a vraiment, une fois qu'on a le triptyque en termes de création de personnages et de matière à jouer, on est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Donc le plan du maître du chaos, on nous reparle de la maison des Hottes, des maisons de Norgal, de Tremen, de Bénéris, que nous avons vu tout à l'heure. On nous les détaille un petit peu plus de qu'est-ce que c'est. Toujours des rappels au bouquin. On nous parle des personnages clés un petit peu qu'il y a dans les livres, comment ils ont été créés, à quoi ils servent, pour qu'on puisse les intégrer, nous, à nos campagnes. Morion, comme je vous le disais, qui est le patron des maraudeurs fantômes, qu'ils appellent ces ombres. Nous avons tout plein de personnages secondaires qui sont intéressants et qui vont pouvoir être intégrés à nos scénarios. On peut incarner un Loki, qui sont ces espèces d'immenses guerriers qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. On nous détaille les baronnies du monde. On nous dit qu'on peut aussi comment faire pour incarner un personnage de l'Empire de Lumière, par exemple, si on veut jouer un personnage qui ne vient pas du plan du chaos. Et évidemment, il y aura la même chose avec le plan des ténèbres. Ici, on a la création d'un personnage du plan des ténèbres. On peut incarner un Ikshit, qui est une race à part également dans l'univers. Ensuite, les voies communes de formation, ça rajoute d'innombrables voies, donc l'artiste martial, le chasseur de primes. Ensuite, nous avons les mystères et secrets, donc là on va aller très vite dessus, puisque ce sont les mystères du monde, ce sont les réponses à des questions qui se posent, notamment dans les ouvrages. Les Arvakos, les change-peaux, vous allez voir que c'est un peu le cœur principal de la campagne. Et rencontre dans les mondes des plans, donc c'est des tables aléatoires sur ce qu'on va pouvoir rencontrer, suivant l'endroit où on est, suivant qu'est-ce qu'on fait, etc. Et enfin, quelques rencontres proposées par Michel Robert, ça c'est très très cool. C'est des petits trucs qu'on peut intégrer à notre campagne et qui permettront d'avoir des rencontres qui ont été écrites par l'auteur. Et je trouve ça vraiment extrêmement chouette d'avoir ça. Ensuite, nous avons la liste des prénoms, si jamais on est en galère pour trouver des noms et des prénoms pour les personnages des plans. Et première mission, qui est également une mission qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir jouer, afin de l'enchaîner sur la campagne avec notre petit groupe de maraudeurs, tout jeunement formés, créés et prêts à partir en mission. Tout simplement. Et derrière, on retrouve les personnages qu'on avait vu tout à l'heure en pré-tiré. Nous avons dans le bouquin, si jamais on n'a pas les pré-tirés physiques, de quoi faire des photocopies pour nos joueurs. Et voilà pour cet ouvrage qui s'appelle Le monde des plans. Allez, passons au dernier ouvrage, et pas le moindre, la campagne. Hop là, la campagne qui s'appelle Les Sources de Sang. C'est une campagne épique. Et alors, quand je dis épique, vous allez voir quoi. On part de très bas et on va arriver très 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 haut en termes d'enjeux. Hop, on va faire un petit focus s'il te plaît, merci. Les sources de sang, comment ça se passe ? C'est c'est une campagne en 4 actes où on va incarner des tout jeunes maraudeurs fantômes. Donc comme on l'a dit, on a fait jouer le premier scénario, mais en fait on est vraiment tout récent, on est tout jeunes maraudeurs fantômes. Et on part sur une petite mission qui est toute simple, on va aller dans le trou du cul du monde, la petite ville qui s'appelle le Terbou, où ils font de la brique et du riz. Et on va enquêter là-bas, parce qu'il y a des petits problèmes là-bas.
Et on va se rendre compte, dans cette petite ville, et ça, je trouve que le premier scénario est absolument génial pour mettre dans l'ambiance et pour faire comprendre le niveau de lecture qu'on attend. Quand je parle de niveau de lecture, je ne parle pas de compétences à lire, je parle de sous-strates de narration. En fait, dans ce petit village, attention, spoiler, je mets l'alerte spoiler, poum 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 poum, spoiler. Dans ce premier scénar qui paraît à la base tout simple, vraiment, vraiment, vraiment tout simple, on va se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont liées. Donc, on est sur un petit village de paysans qui fabriquent des briques et qui cultivent le riz. Mais ce village, en fait, a été attaqué il y a des années et des années et des années par une créature des plans ténébreux. Et en fait, ils ont fait un pacte avec lui. Ils sont obligés de lui fournir régulièrement des personnes pour se nourrir. Et en même temps, en plus de ça, il y a les forces des ténèbres qui sont en train de mettre en place un plan avec... puisqu'ils ont pris possession d'un lieu dans lequel ils peuvent faire pousser un arbre à cause, qui est un arbre qui permet d'avoir des fruits, qui permettent d'avoir des change-formes pour pouvoir infiltrer différentes personnes dans différentes villes afin de créer une armée. Voilà, on a un niveau de lecture qui est extrêmement large, et en fait cette première mission, ce premier scénario, ce premier acte de la campagne, permet de faire comprendre aux joueurs que tout n'est jamais ce qu'il semble être et qu'il faut toujours aller creuser et toujours aller chercher derrière. Et je trouve ça extrêmement intelligent. On commence par quelque chose de très très simple. Donc on va dans le trou du cul du monde. Évidemment, sur la route, il y a une jeune fille éplorée qui est en train de se faire attaquer par des méchants. On va la sauver. Ah, pas de bol, c'est la fille du maire du village. Et en plus, pas de bol, on arrive sur le moment où il va y avoir l'élection pour savoir qui va se faire bouffer par la créature. Évidemment, tout ça, c'est caché à nos personnages. C'est caché à nos joueurs. Ils ne le savent pas, il va falloir qu'ils enquêtent, qu'ils le découvrent. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce manoir qui est plein de ronces un petit peu plus loin? Et pourquoi est-ce que tout le monde a l'air déprimé alors qu'au final, il y a une grande fête qui arrive? Et donc, il va falloir qu'ils enquêtent là-dessus. Il va falloir qu'ils trouvent un petit peu le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'il y a dans ce village. Et c'est un sacré bordel, on va être très clair. Donc, il y a une vraie partie enquête, il y a des vrais contacts avec les personnages. Les personnages annexes sont intéressants. Alors dans le premier scénario, c'est pas les plus intéressants qu'on ait. On voit que c'est vraiment une mise en bouche, c'est vraiment un aperçu. C'est un peu une sorte de profession de foi de ce qu'avait être le jeu. Après, vous allez voir qu'on a des personnages qui sont extrêmement intéressants, qui sont vraiment vraiment top. Rook, qui est en fait le sorcier Smoke du troisième cercle, qui va être notre némésis pendant toute la campagne, qui est là. Et donc lui, son but, c'est de faire pousser des cosses et de les envoyer dans une ville pour qu'ils puissent, les cosses, sachant que ça donne naissance à des change-formes qui permettent de se transformer en quelqu'un. Ils prennent une partie de ses souvenirs et du coup ils infiltrent comme ça les armées, les puissances, les hautes strates du pouvoir, et ça leur permet de se développer. Donc les joueurs, ils vont réussir à contrecarrer tout ça, ils vont retrouver un courrier qui mène au professeur Balthus, et donc ils vont partir dans l'acte 2, ils vont partir dans la ville, dans la ville des nuages. Alors ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que on peut très bien commencer à la jouer sans avoir lu le reste de la campagne. Alors, c'est pas extrêmement conseillé, mais en fait, vous avez ici le synopsis de la campagne, avec le plan des méchants. C'est tout. Après, vous pouvez commencer directement, vous lisez votre acte 1 et vous faites jouer votre acte 1, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4 avant de commencer à faire jouer. Je trouve ça très chouette comme principe. Ça me rappelle un peu les campagnes de Pathfinder aussi. On peut commencer à jouer très rapidement tout en continuant la lecture pendant qu'on joue. Je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, les enjeux qui doivent revenir, qui viennent de plus tard, sont déjà intégrés ici. En fait, on n'a pas à se poser de questions. Tout est déjà intégré. Il y a les méchants ont une raison de faire ce qu'ils font. Voilà. Si jamais les joueurs vont chercher des infos, ils auront des infos sur ce qu'il y aura derrière en fait dans la campagne. Donc on n'y perd pas du tout au change et ça permet de jouer plus rapidement. C'est une charge mentale qui est beaucoup moins lourde pour le MJ. Donc je trouve que c'est très très bien. Et c'est ce qui fait qu'au début de chaque acte, on a de nouveau un rappel de ce qui s'est passé dans tout l'acte 1. Et ensuite, on a un synopsis de ce qui va se passer dans l'arbre, des enjeux importants, donc les trafics d'Écosse, comme je vous en parlais. Ensuite, on a tous les protagonistes qui vont apparaître, donc tous les protagonistes importants, évidemment. Donc le magistère Athéna de Rocheclair, le magistère Balthus de Beaurepaire, Kaelara, capitaine de la Perle Noire, l'âne Démétria, on va y revenir juste après, agent de Nodus et contact providentiel. Donc ce qui est intéressant également dans cette campagne, c'est que sur le premier acte, on a notre équipe de joueurs. Sur le deuxième acte, on peut intégrer l'agent Démétria. Donc elle va suivre les joueurs pendant une bonne partie de l'acte, voire pendant tout l'acte en fait, et il peut être joué par un personnage. Donc si jamais on a quelqu'un qui va intégrer la table, on peut lui faire jouer ce personnage-là. Si jamais il y a un joueur qui est mort pendant le premier acte, plutôt que de recréer un personnage, il peut jouer s'il souhaite ce personnage-là.
Et vous verrez qu'il y aura d'autres moyens de l'intégrer sur les autres actes de la campagne. Comment ça se passe ici? Donc ils vont arriver dans la Cité des Nuages, ils vont aller voir le Seigneur Balthus. Le Seigneur Balthus, malheureusement, il est mort, et avec lui, il y a des assassins. Sauf que eux, notre cher maraudeur fantôme, quand ils sont rentrés, ils ont déclenché l'alarme, ils sont arrêtés par le guet, ou alors ils vont fuir, ils vont devenir des fugitifs. Bref, ils vont galérer pour racheter leur nom. Une fois qu'ils auront racheté leur nom, ils vont pouvoir commencer à enquêter, et ils vont se retrouver à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la Cité des Nuages. Et ils vont comprendre que y a le trafic de Kos qui part sur un bateau. Ils vont suivre ce bateau. Je vous fais le résumé très très rapidement pour que vous ayez conscience. Et pendant ce temps-là, je vous tourne les pages pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est fait. Ce qui est extrêmement intéressant dans chaque partie, c'est que, encore une fois, on a la carte qui est ici, avec tous les petits bâtiments. Alors vous avez vu, on l'a en format A2, sans tous ces petits repères. Mais le MJ, lui, il a cette carte-là avec tous ces petits repères. Et il sait que tel bâtiment est à tel endroit, il ressemble à ça, il ressemble à ça. Et ça permet d'avoir des descriptions et une orientation qui est très cohérente. Et ça donne vie un peu à tout ça. On peut vraiment imaginer les joueurs en train de se balader dans cette petite ville. On sait quel bâtiment précis c'est. Ça, c'est un bâtiment d'angle. Ça, c'est un grand temple qui est au milieu. Ça, c'est un bâtiment qui coupe la rue. Enfin voilà, on a des choses qui sont très très chouettes. Et ça permet vraiment aux joueurs de leur dire, voilà, ce bâtiment-là, c'est ça. Ça donne corps à la ville, je trouve ça vraiment chouette. Si on met ça en lien avec le bouquin de lore et le petit manuel sur la Cité des Nuages, on a un détail plus les informations qu'on a là, sachant qu'il y a des trucs qui se recoupent, mais pas tout, loin de là. Il y a des informations qu'on a là, qu'on n'a pas dans notre bouquin, etc., et vice-versa. Et en fait, si on recoupe tout ça, on a vraiment moyen de donner corps à cette ville. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, quoi qu'il en soit, on va se retrouver sur un bateau en train de poursuivre un autre bateau qui est rempli de Kos. Et là, on a dit que c'était épique. Allez, c'est épique. Hop, ça invoque du Kraken. Il va falloir qu'on se tape sur un Kraken sur la flotte, etc. On va finir par récupérer le bateau rempli de Kos. Et donc là, on a à la fin de cet acte du service de la lumière, donc le personnage de Demetria avec tout son historique et sa fiche de personnage, si vous voulez que quelqu'un puisse le jouer ou si quelqu'un veut jouer cette personne, elle aura sa fiche de personnage, son historique et elle pourra le jouer. Nous arrivons ensuite à l'acte 3, donc toujours le résumé de l'acte 2, toujours où est-ce qu'on en est au niveau de la piste des Kos, évidemment. Et dans l'acte 3, on va aller au cœur des ténèbres, on va visiter la ville de Malramas. On arrive au port de la Gorge Noire, donc tout ne va toujours pas bien pour nos chers maraudeurs fantômes. Nous avons un magnifique plan, mais hop là, de Malramas, la cité de l'ombre. Donc à Malramas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, encore une fois, on va avoir un personnage qu'on pourra intégrer à la campagne. Demetria n'est plus avec nous, mais on va pouvoir jouer avec Shaira, la Shengat, qui est ce personnage-là. Et vous allez le voir, si on va directement à la fin, hop là, et sa fiche de personnage, évidemment, pour qu'on puisse la faire jouer. Donc cet acte 3, je vais vous faire un résumé de toute la campagne, c'est pas forcément nécessaire, mais en gros, il va falloir qu'on aille parler à l'arène. Pour ça, on va se retrouver à devoir combattre dans une arène pour se faire remarquer, et ensuite on va aller dans les profondeurs, dans un labyrinthe dans lequel on va être guidé pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir enquêter sur le prince noir, et après aller dans le labyrinthe pour pouvoir avoir accès ensuite, alors qu'on voit des hommes serpents, absolument dingue. Pour avoir accès à une ville hantée, on va arriver au cœur de la cité noire, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Donc vous avez quelque chose qui est très épique, qui est très aventure, qui marche vraiment, vraiment très très bien. À la lecture, c'est fluide, ça roule tout seul, c'est intéressant. Le scénario est intéressant, on peut lire cette campagne comme on lirait un bouquin en se disant « Ah cool, il va se passer ça, comment ça se passe, etc. » Alors évidemment, on n'a pas toute la résolution des actions, parce que c'est un jeu de rôle, on est quand même là pour que les joueurs fassent eux-mêmes des choix, etc. Parce qu'on a quand même une trame principale qui est très 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 claire. Les joueurs savent où aller, que faire, comment faire. Après, ils ont quand même une liberté sur pas mal de passages qui sont un petit peu en enquête ouverte, etc. Mais après, il y a quand même des moments où, pour resserrer le scénario au niveau dramatique, on va indiquer aux joueurs, vous devez aller comme ça et faire ceci. Donc la campagne est pleine de moments ouverts où les joueurs vont être très très libres de faire ce qu'ils veulent faire, et ensuite des resserrements narratifs pour pouvoir mettre du drame, mettre de l'enjeu, etc. On est là pour que l'histoire avance quand même. Ensuite, l'acte 3, le petit rappel de l'acte 3, l'acte 4, 6 petites gouttes de sang. Et là, on va partir dans les terres de l'Ouest. Et quand je vous dis, parce que je ne vais pas tout détailler, mais encore une fois, on va pouvoir jouer un nouveau personnage qui est un Arbeletro, qu'on a vu, c'est une classe qu'on pouvait créer dans le bouquin de lore, qui est extrêmement classe. Et là, du coup, on va partir donc à Terre-Neuve.
on va voir que au final, c'est le bordel, c'est la guerre, ça va être très très compliqué. Et pour vous spoiler un tout petit peu ce qui va se passer à la toute fin, eh bien, au bout d'un moment, quand je vous disais que c'était épique, ça va devenir épique, puisque à la fin, donc là, il y a l'exploration des mines, etc. Enfin, il y a beaucoup à jouer. Et là, pour un sacré moment, à finir la campagne. Et à la fin, donc sur le chapitre 3, on arrive sur le sentier de la guerre, et là on est sur un fort, et on va préparer un siège, on va gérer des armées, l'escorte de force des armées, on a toute une mécanique qui est mise en place juste pour ça, avec des actions de bataille, donc le bélier, la charge sauvage, renforcer les défenses, etc. Donc quand je vous dis que c'est épique et que ça va loin, ça va extrêmement loin, et c'est extrêmement épique. Donc les enjeux deviennent vite colossaux pour notre petite troupe de maraudeurs fantômes, et ensuite on a un long épilogue qui a été écrit par Michel Robert. Et puis pour terminer, on a comment jouer cet homme, l'Arbalétro, qui est le PNJ qui est jouable du quatrième acte, pardon. Et ensuite, nous avons les annexes avec les aides de jeu, notamment donc le plan de Terre-Boue du premier acte, avec la lettre de Balthus qui mènera au deuxième acte, la cité de l'ombre et la cité noire, le manoir du prince noir, le carte de Terre-Neuve, la lettre à Sa Majesté. Alors vous voyez qu'il n'y a pas le plan de la Cité des Nuages, puisque on l'a déjà en grand format posé sur la table. C'est pas nécessaire de le remettre, donc je trouve ça malin qu'il ne l'ait pas remis. Et ensuite un index avec toutes les choses pour savoir à quelle page on peut les trouver. Très très pratique toujours quand on mène une partie, ça. Donc on voit que ça a été quand même pensé pour être joué, et ça marche plutôt bien. Et voilà pour les sources de sang, la campagne de l'Ange du Chaos, qui est, je trouve, sincèrement excellente. Alors, l'Ange du Chaos, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'étais agréablement surpris. C'est vrai que c'est un livre qui commence par une nouvelle de Michel Robert. Donc, c'est verbeux, on se dit, oulala, donc où est-ce qu'on part ? Au final, on lit cette nouvelle très facilement, même si on ne s'attend pas à ça quand on ouvre un bouquin. Ça me rappelle un petit peu ce qui avait été fait par Monolith dans Solomon Kane. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait. Dans Solomon Kane, tout au début, il y a toute l'histoire de Solomon Kane avec les écrits de l'auteur Howard, etc. Là, on est pareil. On est sur une nouvelle de Michel Robert pour vous expliquer un peu, vous faire comprendre un peu ce qu'est l'essence de ces bouquins. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai jamais lu un bouquin de Michel Robert. Je ne connaissais pas l'Ange du Chaos avant de lire le jeu de rôle. Et maintenant que je l'ai lu, j'ai une idée assez claire de ce que ça propose et de ce que c'est. Ça veut quand même dire qu'il y a un respect de l'œuvre, un respect de l'auteur qui est clair dedans. Il y a une volonté de faire jouer les joueurs dans cet univers. Après, quand on ne connaît pas l'univers, est-ce que c'est intéressant ? Personnellement, je trouve, même si on ne connaît pas l'univers de l'Ange du Chaos, ça n'empêche pas qu'on va passer à côté de beaucoup de petites choses qui sont en lien avec les bouquins, etc. À chaque fois, c'est noté, je ne l'ai pas dit quand on a fait le feuilletage, à chaque fois, il y a des petits encarts qui disent attention, ça se rappelle au tel bouquin, ça c'est un personnage de tel bouquin. Donc voilà, il y a toujours ces liens avec l'univers. C'est un peu une histoire en second plan de ce qui se passe dans l'univers dans l'Ange du Chaos, c'est dans les ouvrages, dans les romans. Mais du coup, si on l'a pas lu, c'est pas grave, parce qu'on a quand même un univers qui est construit, et c'est pas si courant que ça dans le jeu de rôle au final d'avoir un univers aussi construit qui s'appuie sur des ouvrages d'auteur. Et ça permet d'avoir un univers qu'on sent tout de suite vivant, d'avoir des personnages qui sont tout de suite vivants, qui sont tout de suite cohérents. Et on a un univers qui est très visuel, je trouve. Non, il y a une partie stratégique qui a été mise en place au niveau des règles, puisqu'on s'appuie énormément sur ce système de combat. La campagne est pleine de combats. On est sur une campagne à la Donjon Dragon, on est sur une campagne à la Pathfinder, on est là-dessus. Hein. On n'est pas sur un jeu de rôle plus narratif, même s'il y a, par profondeur de personnage et d'univers, des moments narratifs. Vous avez vu, il y a des niveaux de tension dramatique à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce système de combat, il fonctionne plutôt bien, il est bien intégré à la campagne, on n'est pas n'importe qui, en même temps on n'est pas non plus... Enfin, la menace, elle est aussi au niveau des compétences qu'on a, donc ça marche vraiment bien, et tous ces personnages en couleur, les PNJ qui vont venir intégrer la campagne, qui peuvent être joués par des joueurs à table, je trouve ça extrêmement intelligent, et puis les enjeux de la campagne, il n'y a pas de moment où on se dit bah ouais, mais en fait, si les joueurs ils font ça casse le jeu. En fait, non, la campagne, elle est vraiment bien ficelée. Il y a un vrai travail de fond qui est derrière et qui marche très très bien. Et on se prend plaisir à la lecture, à suivre cette campagne. Et je pense qu'en jeu, ça peut être très plaisant d'avoir ces moments ouverts quand on arrive en ville et qu'on peut enquêter un peu de partout, aller voir la main rouge, la guilde des machins, etc. Et puis ces moments de resserrement narratif où, au bout d'un moment, si on veut avoir une main sur le rythme, il faut que dans un jeu de rôle, il y ait ces resserrements narratifs. Et ils sont intégrés à la campagne et ils fonctionnent très très bien. C'est une campagne qui, pour un MJ, est extrêmement simple à aborder, je trouve, et c'est une vraie force. Il n'y a pas énormément de charge mentale à avoir en termes de préparation et autres.
On a tout sous la main, ça marche bien, tout est clair, tout est bien nivelé par chapitre, enfin par acte et par chapitre. Ça marche très bien. Et pour le coup, en fait, c'est un très bon jeu, l'Ange du Chaos. Alors, est-ce que ça me donne envie de lire les œuvres de Michel Robert? Je ne pense pas, parce que je pense pas être la cible. Je suis pas un très grand lecteur de fantasy. Ma culture fantasy s'arrête au Seigneur des Anneaux, à Donjons Dragons et Pathfinder. Mais en tout cas, on ressent en la lecture ce que veut dire l'auteur, la volonté qu'il a, et du coup, le jeu s'inscrit là-dedans. Je pense que si vous êtes fan de l'œuvre de Michel Robert, de toute façon, la question ne se pose pas, c'est les ouvrages que vous devez avoir. Si vous n'êtes pas fan de l'œuvre de Michel Robert, que vous ne connaissez pas comme moi, eh ben c'est un jeu qu'on peut essayer de voir, parce que Donjons Dragon, on y a joué un milliard de fois, parce que Pathfinder, on y a joué un milliard de fois, parce que des jeux de fantasy, il y en a plein, ça c'est clair. Celui-là, il a quand même un univers qui est un peu au-dessus de la moyenne, quand même, on va être très très clair. Et c'est un peu la force d'avoir une licence comme ça, où on a un auteur qui a travaillé et réfléchi son univers, qui est un univers qui s'appuie normalement sur un héros, là, le fait qu'on joue d'autres maraudeurs fantômes, des gens à plus petite échelle, mais qui vont aller sur des complots qui sont très larges. C'est intéressant, sachant que c'est un jeu qui va nous permettre d'avoir du combat tactique, mais qui va nous permettre aussi d'avoir de l'infiltration, qui va nous permettre d'avoir de l'enquête, qui va nous permettre d'avoir du drame en termes de personnages, en termes de PNJ, des choix moraux, avec tout un univers en nuances de gris, extrêmement intelligent, extrêmement fin. Donc ça peut trouver sa table dans votre bibliothèque de jeux de rôle, sincèrement. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez la fantasy un peu plus sombre peut-être que celle qu'on vous propose d'habitude, là, clairement, ça pourrait vous plaire. En tout cas, j'espère que cette critique vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne et je vous dis à ciao bientôt.